Bonjour, dans cette troisième partie, nous allons voir les fondements de la relation soignant-soigné. Pour une bonne relation soignant-soigné, il y a un certain nombre de facettes. D'abord, la relation soignant-soigné, c'est d'abord avant tout une relation de civilité. C'est-à-dire qu'avant d'être soignant et soigné, nous sommes des êtres humains, nous sommes des citoyens. Ceci implique a priori une relation de confiance, une relation de respect et une relation de bienveillance. Deuxièmement, la relation soignant-soigné, comme je l'ai mentionné dans le dernier chapitre, c'est une relation fonctionnelle. C'est-à-dire que chacun, le soignant et le soigné, chacun dépend de l'autre. Chacun ne peut pas faire son travail et ne peut pas atteindre ses objectifs s'il n'y a pas l'autre, si l'autre ne coopère pas et ne collabore pas. Ceci permettrait au moins d'avoir toute l'information pour diagnostiquer la maladie, pour savoir l'histoire de la maladie et les antécédents, les traitements qui ont été faits, etc. Ça c'est très important pour le soignant, pour lui permettre de bien orienter sa prise en charge. Donc, ceci est le fondement même de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est ce fameux contrat entre le soignant et le soigné. La relation soignant-soigné est une relation qui doit être empathique. L'empathie, c'est de se mettre dans les souliers de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire cet effort de comprendre le cadre de référence de l'autre, sa carte du monde, et d'être en mesure de comprendre les sentiments et les émotions de l'autre et reconnaître son état émotionnel. Et aussi, en quatrième lieu, la relation soignant-soigné, c'est une relation d'aide psychologique. Donc cette relation d'aide psychologique, c'est un accompagnement, c'est cette écoute active qui va permettre aux soignés de se sentir vraiment pris en charge, de se sentir écouté. Et c'est cette relation soignant-soigné qui fait aussi le fondement de la qualité de la relation. Et par cette écoute active, on va pouvoir mobiliser les ressources internes du soigné. L'écoute active, c'est quoi? Ça suppose un certain nombre de principes. D'abord, un très bon accueil. D'après Carl Rogers, donc il suppose un très bon accueil et l'acceptation de l'autre comme il est. Deuxièmement, il faut que le soignant soit centré beaucoup plus sur ce que le soigné vit. Avoir cette intelligence émotionnelle d'observer les émotions de l'autre, de les comprendre, de les accueillir aussi et ne pas s'intéresser uniquement au discours et à la communication orale. S'intéresser à l'autre avant de s'intéresser au problème. Donc, prendre en charge l'émotionnel avant le problème lui-même de santé. Avoir cette capacité de montrer le respect, de respecter l'autre tel qu'il est, avec son cadre de référence, sa carte du monde, ses croyances, etc. L'accueillir, l'accepter dans son individualité et être vraiment un véritable miroir de l'autre pour pouvoir refléter et faire un feedback qui est constructif et positif. Donc l'écoute active, c'est vraiment une
technique très pertinente en matière de communication interpersonnelle et aussi en matière de communication soignant-soigné. Il s'appuie sur un certain nombre de techniques ou d'attitudes. D'abord, l'empathie. Deuxièmement, c'est le questionnement. Bien sûr, à partir d'un certain nombre de questions, d'abord des questions ouvertes pour comprendre le vécu du malade ou de son entourage, pour comprendre les antécédents du malade, pour comprendre ses connaissances, pour avoir une idée sur ses compétences aussi et sur sa motivation à changer son état de santé. Donc c'est très important le questionnement, d'abord des questions ouvertes, mais ceci n'empêche pas aussi d'utiliser des questions précises et des questions fermées pour préciser certaines choses avec le malade. La reformulation, ça consiste à reformuler, à redire ce qu'a dit le patient d'une certaine façon pour vérifier est-ce qu'on est en phase, est-ce qu'on a bien compris ce que le patient veut exprimer. Donc ça permet d'abord de comprendre ce que le soigné veut exprimer, ça permet aussi de donner au soigné une certaine rassurance qu'on l'écoute, qu'on le comprend, qu'on fait l'effort de le comprendre en tout cas. Le respect et le respect aussi des moments de silence. Généralement, on a envie de parler, on a envie de donner des instructions, des conseils, des suggestions, des exemples, des ordres aussi. En général, ça ne donne pas beaucoup de valeur à la communication. Ça peut même être source de résistance dans la relation soignant-soigné. Il faut savoir accepter des moments de silence, écouter l'autre. Et utiliser un vocabulaire, en dernier lieu, utiliser un vocabulaire approprié, c'est-à-dire un vocabulaire très simple qui s'adapte aux soignés en termes de langue, en termes aussi de dialecte, en termes éviter bien sûr d'utiliser les termes scientifiques si notre soigné ne le comprend pas. Et c'est comme ça qu'on peut bien communiquer avec nos patients. Cinquièmement, la relation soignant-soigné, c'est une relation aussi d'aide thérapeutique. Bien sûr, la relation soignant-soigné, c'est un contrat. C'est ce contrat qui suppose une certaine complicité entre le soignant et le soigné et son entourage, sa famille et ses proches pour s'engager dans un processus d'échange mutuel, de travail, de collaboration pour arriver à un objectif qui est la guérison, qui est de juguler un état de santé qui n'est pas favorable et accéder à un processus de changement. Ceci va nous amener à parler de cette alliance thérapeutique qui est une relation de confiance. C'est la base de la relation soignant-soigné, c'est la relation de confiance entre le soignant, les soignants et le soigné. Et c'est un engagement mutuel, comme j'ai dit, pour travailler ensemble. Ce qui nous amène aussi à parler de la distance thérapeutique, la juste distance thérapeutique, jusqu'à où il faut s'engager avec le soignant, jusqu'à où il faut s'engager avec le malade, jusqu'à où il faut vivre avec le malade ses émotions. Faut-il être empathique ou être sympathique? Et c'est tout un enjeu, parce que si le soignant s'amuse à soigner sans se nier, à soigner, à se laisser emporter dans cette relation, il va certainement aller directement vers la fatigue, vers l'épuisement professionnel. Donc,
la distance thérapeutique, la juste distance thérapeutique, consiste à soigner sans se nier, écouter l'autre en restant à l'écoute, présent à soi-même et à ses limites, et aussi accompagner l'autre sans se perdre. Et ce n'est pas toujours évident, mais c'est ici tout le contenu de cette intelligence émotionnelle chez le soigné qu'il faut développer au fur et à mesure. Et si on ne fait pas ça, donc on peut aller jusqu'à l'épuisement professionnel ou bien dans la froideur, dans la relation, si on ne s'engage pas assez. Voilà, ainsi se termine cette partie. Donc je vous donne rendez-vous dans la 4e partie où on va parler de la violence au milieu de soins.